Je suis très heureux d'accueillir Vincent Nouzille parce que son livre est vraiment un livre original. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui ont un tout petit peu travaillé sur cette question, on a dans la tête un schéma assez simple sur l'histoire de la politique française au Proche-Orient. Grosso modo, je vais vite, un soutien enthousiaste à Israël à partir de 1947 jusqu'à 1958. Quand je dis enthousiaste, la France était le principal allié d'Israël, y compris militaire, sur le plan de la fourniture d'armes et sur le plan de l'aide à la création de la force nucléaire israélienne. Deuxième phase, De Gaulle, 67, c'est la rupture, l'embargo, un retournement de la politique française. Et troisième phrase, une espèce de queue de comète de la politique gaulliste qui durerait jusqu'à Emmanuel Macron avec une descente, disons, progressive de la vision de Gaulle à quelque chose de plus pragmatique. L'intérêt du livre de Vincent Nouzille, c'est qu'il bouscule complètement cette vision figée, non pas en remettant en cause les grandes étapes, mais en montrant qu'à chaque étape, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Je prends des exemples sans rentrer dans le détail parce que ça n'aurait pas de sens à ce stade. Vincent Nouzille nous montre le rôle capital de la guerre d'Algérie dans l'attitude française vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire, au fond, c'est moins par amour pour Israël que avec l'idée un peu curieuse, avec le recul, que si on faisait tomber Nasser, le FLN algérien serait dans une situation impossible, voire carrément compromis. De la même manière, dans le livre, on trouve toute une série d'exemples de l'activité de pression extrêmement soutenue organisée par Israël, avec ses relais, mais aussi avec ses espions, avec ses hommes d'influence, etc., etc., qui à toutes les étapes jouent un rôle important. On apprend aussi, en lisant Vincent Nouzille, que Jacques Chirac, avant son esclandre de Jérusalem, « Do you want me to take my plane back to Paris ?» Avant ça, it's a provocation. Avant ça, Chirac a été très pro-israélien, au point de partir en province le jour où François Mitterrand a invité Yasser Arafat à l'Élysée pour ne pas avoir à lui serrer la main. Ça aussi, c'est une chose qu'on n'a pas en tête quand on parle de Chirac. On retrouve aussi, à mon goût peut-être pas assez, mais c'est un débat, on y reviendra, le caractère très formel de la répétition des éléments de langage de la politique française par notamment Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et je dirais, je pourrais encore prendre beaucoup d'exemples, mais ce serait trop long, je dirais c'est normal qu'on découvre tout ça parce que le travail de Vincent Nouzille n'est pas un travail fait dans un bureau. Enfin, à un moment donné, il a bien fallu écrire, bien sûr, mais c'est le travail patient, certainement long, très long, d'études des archives. Des archives françaises, des archives israéliennes, des archives américaines. Bref, les lieux où l'on trouve la vérité, en tout cas telle que formulée par les intéressés, de l'histoire telle qu'elle s'est développée. Et donc, on a un livre qui frappe par le nombre et la richesse de ces révélations. D'où l'intérêt du livre. Ça n'empêche évidemment pas qu'on puisse le discuter sur tel ou tel point, et certainement qu'on va le faire dans le débat. Moi, je trouve globalement qu'il y a un grand manque, c'est le CRIF. Le CRIF est un élément de plus en plus important au fur et à mesure de cette histoire. Je me demande s'il n'aurait pas fallu un chapitre sur le CRIF, comme élément un peu transversal
de cette politique. Je pense aussi, je trouve les interlocuteurs palestiniens assez absents. Il y a Leila Chaïd, mais on ne trouve pas beaucoup d'interlocuteurs palestiniens, ni leur présence dans cette bataille, parce qu'ils étaient présents en France, et ils ont sans doute, j'imagine, Hamshari, Kalak, bon, j'oublie Sousse, mais ils ont quand même joué certainement un rôle pour essayer de convaincre les dirigeants français de la justesse de leur cause. Je regrette historiquement l'absence presque complète de la conférence de Tabat de janvier 2001, qui à mon avis est un moment extrêmement important, non pas pour l'histoire, mais pour la suite. Parce qu'en fait, on trouve dans Tabat des éléments assez fondamentaux qui vont faire d'ailleurs l'accord de Genève, mais lui est sans doute très temporaire, l'accord de Genève. Tabat, ça reste. Et puis, je trouve dommage pour le caractère surréaliste de l'épisode, l'absence du chant d'amour. Je trouve le chant d'amour un moment assez poétique et très, très révélateur quand même de l'état d'esprit des différentes parties prenantes de cette soirée. Je trouve aussi assez court le passage sur Sabra et Shatila, très court même, très court. Et puis ça dure plus qu'une journée, ça dure 3 jours, vous en donnez un, le 17 septembre. Bref, je prends ces exemples, j'aurais pu en prendre d'autres ou oublier ceux-là. C'est pour dire que apprécier un livre, apprécier le travail qui a été fait derrière ce livre, ne signifie pas qu'on devienne une groupie du livre ni de l'auteur. On a évidemment... et tel autre ou tel autre que je vois dans la salle pourrait certainement avoir d'autres remarques de ce type. En tout cas, c'est un livre passionnant, et là aussi, ça n'est pas étonnant. Vincent Nouzy n'en est pas à sa première tentative. Il est journaliste, il est écrivain, il est réalisateur, il a été ancien grand reporter à l'Express, collabore au Figaro Magazine, travaille pour la télévision sur des documentaires historiques. Il est l'auteur d'ouvrages de référence sur le terrorisme, le renseignement et la diplomatie. Ça, c'est ce que vous disait l'annonce de l'IREMO. J'ajoute quelques noms de livres pour que vous les ayez en tête. Erreur fatale, comment nos présidents ont failli face au terrorisme, chez J'ai lu, cette année, je crois. En tout cas, c'est une nouvelle édition. Voilà, voilà, c'est ça. 2017. Les tueurs de la République, J'ai lu aussi 2016, peut-être c'est... Voilà. Et les dossiers de la CIA sur la France entre 1981 et 2010. Donc, vous voyez, il y a de quoi lire, signé de Vincent Nouzy. La règle du jeu, il la connaît, vous la connaissez. Donc, vous avez 20-30 minutes pour introduire, présenter votre livre au fond, ou l'introduire, enfin, comme vous le souhaitez. Après quoi, vous aurez droit aux questions, aux remarques, aux applaudissements, aux huées de ce public, non, qui est un public extrêmement amical avec nos invités. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup de votre accueil et de la présentation rapide des éléments du livre. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Évidemment, la question première qui m'est souvent posée et que je me pose à moi-même, c'est d'où je parle déjà. Donc effectivement, je suis plutôt un journaliste d'investigation. J'aime l'enquête historique et j'ai travaillé déjà depuis pas mal d'années sur beaucoup d'éléments de documents justement. Donc c'est vraiment un de ce que j'aime, c'est travailler sur des masses de documents inédits. Et j'avais fait cela il y a quelques années aux États-Unis pour rechercher tous les éléments documentés aux États-Unis sur la France. Et donc j'avais eu accès comme ça à des archives de la CIA, de la Maison-Blanche, etc. Tout ce qui portait le mot France, le mot-clé France, je prenais. Et ça m'a permis de faire 2 livres en 2009 et 2010 sur les relations franco-américaines et l'histoire des relations entre les présidents français et les présidents américains. Et j'avais évidemment complété cela par les interviews d'anciens ministres, anciens conseillers des présidents, anciens chefs d'état-major particuliers, anciens patrons des services de renseignement, etc. pour avoir
une vision complète et surtout très précise et très documentée, notamment de toutes les conversations qui peuvent avoir lieu entre les chefs d'État. C'est un peu dans le fond cette même méthode, finalement assez proche de l'historien, même si je ne prétends pas avoir forcément toute la rigueur scientifique et l'appareil qui va avec les publications scientifiques, mais c'est un peu cette même méthode qui m'a poussé à m'intéresser à cette relation très spéciale entre la France et Israël. Vous allez me dire pourquoi. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux questions du Moyen-Orient depuis longtemps. J'ai été grand reporter à l'Express. J'ai sillonné cette région pendant plusieurs années. Et donc, je me suis intéressé à cette question d'un point de vue, je ne suis engagé ni d'un côté ni de l'autre. Je suis simplement un observateur attentif, vigilant, et j'essaie d'être très près des faits. Et surtout, que chacune de mes enquêtes, et surtout en l'occurrence des ouvrages, permettent d'aller un peu plus loin dans la connaissance que l'on peut avoir des éléments de cette histoire. Alors, France-Israël, pourquoi? Tout simplement parce que c'était une relation... C'est probablement avec justement les États-Unis, avec quelques autres rares pays, une relation diplomatique avec laquelle... Enfin, c'est un des rares pays avec la France, avec lequel la France ait une relation très passionnelle, historiquement très contrastée, et donc qui mérite intérêt. Elle mérite intérêt parce que, comme vous l'avez bien dit, évidemment, son histoire globale, elle est connue maintenant, on va dire. Il y a cette grande période de lune de miel, sur laquelle on pourra revenir, qui va en gros, pour moi, plutôt de 47-48, presque jusqu'en 67, en fait. La période de 62-67 étant une période de transition avant la rupture. Ensuite, évidemment, ce grand froid qui va de la guerre des 6 jours de 67 jusqu'à 1980-82, jusqu'à l'élection de François Mitterrand, et qui passe donc par les mandats de Georges Pompidou et de Giscard d'Estaing, qui sont extrêmement froids. D'ailleurs, pendant toute cette période, je le note avec, il me semble, intérêt, il n'y a aucune visite de chef de gouvernement israélien en France. Il n'y a aucune visite de chef d'État ou de chef de gouvernement français en Israël. Ça veut dire qu'on est dans un froid absolu. Aujourd'hui, ça paraît presque surréaliste de penser que des pays aussi éventuellement proches historiquement aient pu n'avoir aucune relation quasiment diplomatique. Enfin, ils avaient des relations diplomatiques. Il y avait les ambassadeurs, il y avait les ministres des Affaires étrangères qui se déplaçaient, qui venaient parfois à Paris réciproquement, mais c'est tout. Et donc ça veut dire qu'on était dans une période vraiment où les positions de la France étaient considérées comme très mal vues par Israël et réciproquement. Et puis il y a eu cette période de réconciliation qu'a souhaité François Mitterrand, qui a été marquée, comme vous le savez, par cette visite historique à la Knesset en mars 1982, avec ce discours sur lequel on pourra revenir. Et puis une période un peu, dans le fond, nouvelle qui s'ouvre, puisque la normalisation en fait se fait. C'est-à-dire qu'on revient à un climat de relations bilatérales qui est beaucoup plus normal, mais il y a toujours, de la part de la France, le souhait exprimé par François Mitterrand d'ailleurs devant la Knesset, que la question palestinienne soit au centre d'un nouvel axe de la politique étrangère française et donc de la politique du règlement de conflits au Proche-Orient. Et ce n'est pas d'ailleurs François Mitterrand qui a dans le fond pris cette initiative, c'est dans le fond Giscard d'Estaing. C'est lui qui, à partir de 1974-75, inscrit la question palestinienne dans l'agenda international. C'est lui qui, au contact des dirigeants égyptiens et des dirigeants saoudiens, en pleine crise du pétrole, écoute ces dirigeants qui lui disent que la question palestinienne est centrale. Et donc on est en pleine, souvenez-vous, guerre des Kippour, crise du pétrole. La France a des positions économiques, est dans une position économique fragile, et Giscard fait de la géopolitique tout à fait froide, on va dire. Il considère qu'il faut qu'ils s'entendent avec les pays arabes parce que ce sont les fournisseurs de pétrole. Et donc, pour lui, ayant écouté les dirigeants arabes, il va ouvrir cette nouvelle phase de la politique étrangère française, qui n'est pas seulement liée à un atavisme pro-arabe très ancien du Quai d'Orsay, qui existe, mais qui est en fait initié par la présidence de la République sur le thème de « il faut que les Palestiniens aient des droits qui soient reconnus ». Donc
ça sera marqué par le fait que l'OLP devient un interlocuteur à l'ONU, le fait qu'il y ait l'ouverture d'un bureau de l'OLP à Paris, le fait un certain nombre d'autres manifestations comme le sommet de Venise, où il pousse les dirigeants européens en 80 à prendre des positions favorables au règlement de cette question. Et c'est dans le fond cette politique-là qui, à mes yeux, quand on l'étudie de près, n'a jamais, au fond, réellement varié depuis les années 74-75. On est dans cette ligne générale qui consiste à dire que, dans le fond, et c'est un des propos, à mon avis, intéressants, qui ressort des éléments documentés, c'est la justification principale est la suivante. Elle est assez simple. Nous avons aidé l'État d'Israël à voir le jour. Maintenant, nous devons aider le peuple palestinien à avoir aussi le droit à son État. Et donc, c'est comme s'il y avait cette phase des années 50-60 qu'il faudrait reproduire pour une autre cause différente, mais à partir des années 80-90. Et dans le fond, il y a une forme d'impuissance française à pouvoir réaliser cet objectif, car François Mitterrand, comme vous le savez, fait face, pendant quasiment la durée de ces 2 mandats, à des interlocuteurs en Israël qui sont des faucons. Essentiellement, les dirigeants du Likoud, essentiellement Yitzhak Shamir, le Premier ministre israélien de cette époque. Et je rencontre plutôt des conversations directes et franches entre Shamir et Mitterrand, et on se rend compte que pendant 10 ans, ils n'arrêtent pas de se voir, ils n'arrêtent pas de discuter de manière extrêmement cordiale, mais ils sont en désaccord fondamental sur la question palestinienne. Pour Yitzhak Shamir, il est de la vieille école, c'est un ancien du Mossad, il ne faut pas l'oublier, il a été 10 ans au Mossad, notamment en poste à Paris, dans les années 50, et Shamir est un dur, il ne veut absolument pas bouger d'un iota sur sa politique. Et dans le fond, c'est cette impuissance, dans le fond, de François Mitterrand de la France à vouloir faire changer, faire infléchir un peu la politique de Shamir, qui fait que progressivement, il va tenter malgré tout de faire en sorte que les dirigeants palestiniens, dont Yasser Arafat, soient tout de même reconnus comme les interlocuteurs crédibles, d'où la visite de Yasser Arafat en France en mai 1989, et puis progressivement d'installer l'idée que l'OLP, dans le fond, il est un interlocuteur incontournable. Mais il ne pourra pas tirer davantage de dividendes de cette politique. Il continue de dire aux Israéliens, vous avez le droit à la sécurité et vous avez le droit d'avoir les moyens de cette sécurité. C'est une manière de reconnaître que l'existence de la bombe israélienne fait partie maintenant d'une espèce d'acquis non dit de géostratégie de cette région. Mais il continue aussi de dire parallèlement que la question des droits palestiniens, que les Palestiniens doivent avoir un État et que la colonisation doit cesser, etc. Tous ces messages sont répétés par Mitterrand pendant tous ces 2 mandats. Et dans le fond, la France est exclue de la conférence de Madrid en 1991. Elle est naturellement aussi exclue des discussions qui donneront le jour aux accords d'Oslo, puis évidemment la signature à Washington, à la Maison-Blanche avec Clinton. Dans le fond, Mitterrand est ravi que ça advienne, mais il est dans le fond impuissant et il ne peut pas récolter les fruits que son message. Il se dit peut-être mon message a passé, mais ce n'est pas la France qui a pu jouer un rôle finalement dans cette affaire. Et dans le fond, parce que les accords d'Oslo vont finalement capoter, parce que les négociations deuxième mandat de Clinton, et vous parlez de l'accord du sommet de Tabad, sur lequel évidemment j'aurais pu revenir, mais je ne faisais pas une histoire des discussions de paix, des négociations entre les Palestiniens et Israéliens. Il y a eu d'autres ouvrages qui en parlent d'ailleurs beaucoup, en grand détail et très bien. Mais on a cette phase d'espoir qui finit par un échec. Et donc, on a, après, la volonté de la France de continuer de répéter ce message. Et c'est le cas de Jacques Chirac, qui, lui, comme vous le soulignez, et moi aussi je l'ai découvert avec presque une forme d'ironie, Jacques Chirac est assez velléitaire, dans le fond. C'est un philosémite, c'est-à-dire qu'il est très proche de la communauté juive, notamment à Paris. Il a des gestes et très importants, notamment, vous savez, le fameux discours sur la rafle du Veldiv, en juillet 1995. Ce discours, évidemment, satisfait énormément et la communauté juive et l'État d'Israël. Mais dès la fin de 1995, alors qu'il vient à l'enterrement de Rabin en Israël, il commence à changer son discours.
Et il va le changer à partir du printemps de 1996. D'une part, il appelle ce qu'on appelle les nouvelles politiques arabes, son discours du Caire d'avril 1996. Et puis, il va tenter de devenir une forme de mentor de Yasser Arafat. Et là, je raconte notamment des conversations qu'il a avec lui, comment il sympathise avec Yasser Arafat, comment il le prend un peu sous son aile, en espérant le pousser sur la scène internationale, le convaincre quand il faut de faire des concessions qui seraient peut-être nécessaires, et puis, dans le fond, de faire en sorte qu'il ne soit jamais écarté de la discussion. Et c'est évidemment cette posture de mentor d'Arafat qui va faire que les Israéliens, de l'autre côté, le verront toujours comme le soutien numéro un des Palestiniens, d'Arafat, et donc de l'ennemi. Lorsque, évidemment, l'intifada redouble et que les attentats en Israël redoublent à partir du début des années 2000, 2001, 2002, 2003, évidemment, la tension devient extrême. Et le discours tenu par Chirac, qui continue de dire qu'il faut discuter avec les Palestiniens, devient tout à fait inaudible aux yeux des Israéliens, du fait justement de sa trop grande proximité, à leurs yeux, avec Yasser Arafat. C'est la mort de Yasser Arafat, finalement, en fin 2004, qui change un tout petit peu, provoque un nouveau déclic. Et là, en l'occurrence, Jacques Chirac se rapproche des Américains, après la guerre d'Irak, se rapproche des Israéliens. Il y a ce fameux rencontre que je détaille, qui est absolument succulente, entre Ariel Sharon, qui à l'époque annonce le retrait de la bande de Gaza, et donc qui devient tout d'un coup peut-être un négociateur de paix possible, malgré tout son passé qui dit le contraire. Et qui mange tout le plat. Et qui mange tout le plat d'asperges avec Jacques Chirac au nez à la barbe de tous ses conseillers. Donc ces scènes-là, bon, elles sont uniquement anecdotiques, mais elles montrent qu'il y a dans le fond une forme de naïveté de la part de Jacques Chirac de tenter de penser qu'il va à nouveau, en se rapprochant d'Ariel Sharon, peut-être jouer et influencer sa politique. Et dans le fond, là aussi, il y a un clin d'œil du destin, un clin d'œil tragique du destin, puisque Ariel Sharon fait un AVC quelques semaines plus tard, après, à l'automne de 2005, et que Jacques Chirac lui-même subit un autre AVC, moins grave évidemment que celui d'Ariel Sharon, mais aussi à l'automne à la fin de 2005. Donc, comme si ces deux dirigeants qui auraient peut-être pu s'entendre davantage pour faire quelque chose en faveur de la paix, finalement sont arrivés trop tard en quelque sorte pour pouvoir faire quelque chose. Alors ça, c'est peut-être une occasion manquée que les Israéliens aujourd'hui peut-être regrettent un peu, mais dans le fond qui n'a pas changé fondamentalement la donne. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Nicolas Sarkozy arrive, se positionnant évidemment à l'inverse de Jacques Chirac, comme un ami d'Israël, comme un grand ami d'ailleurs de Benjamin Netanyahou, avec lequel il a cultivé dès le départ, dès 2002, dès 2003, une relation amicale et personnelle très forte, justement, sans doute pour essayer de l'influencer. Lorsqu'il est élu, lui, à l'Élysée, et que Netanyahou revient comme Premier ministre en 2009, il pense que son heure d'influence est arrivée. Et là, on se rend compte qu'il bute à nouveau sur un os, sur un mur, car je raconte le détail, puisque j'ai le verbatim de la conversation. En juin 2009, Netanyahou vient à Paris, c'est leur première rencontre officielle en tant que nouveau chef de gouvernement israélien, et Sarkozy prend la parole pendant 80% du temps à peu près, ce qui est à peu près son habitude, paraît-il, et puis il lui explique exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Stopper la colonisation, négocier le statut de Jérusalem, reprendre les négociations avec les Palestiniens. Bref, il lui donne sa feuille de route, et Netanyahou n'en tient évidemment aucun compte. Et il va rester droit dans ses bottes, et il l'est toujours. C'est-à-dire que Netanyahou ne change absolument pas sa politique. Il vient à Paris, parce que c'est important de venir à Paris pour discuter avec la France, qui a une voix en Europe. Et donc c'est important pour les dirigeants israéliens de venir pour empêcher la France de nuire, en quelque sorte. C'est plutôt ça maintenant la politique d'Israël vis-à-vis de la France sur cette question, l'empêcher d'intervenir. On préfère que ce soit les Américains qui interviennent, dans le sens favorable évidemment à Israël. On l'a vu de manière démultipliée avec l'administration Trump. Mais la France a une capacité de nuisance vu le poids en Europe. Et donc il faut essayer de neutraliser ça. C'est ça que vient faire Netanyahou à chaque fois qu'il vient en Europe. Il voit toujours Macron maintenant et Angela Merkel. Et c'est à chaque fois pour les embarquer dans sa propre... empêcher qu'ils
ils ne suivent des voies trop discordantes, tenter de les rallier aux positions américaines, ça c'est relativement difficile. Et en fait, on voit cette constance de la politique française, la politique étrangère française, qui moi m'a surpris aussi, c'est que dans le fond, ce que dit Macron aujourd'hui, c'est exactement ce que disait Mitterrand, ou même un peu Giscard dans les années 70, c'est-à-dire oui, il faut que les Palestiniens puissent avoir un État. Oui, il faut que les questions des frontières soient négociées. Oui, il faut que la question de Jérusalem soit inclue dans le cadre d'un règlement global. Oui, il faut... voilà, il y a évidemment des nuances là-dedans, mais globalement, c'est cette même ligne. Alors, évidemment, je me suis un peu éloigné du cœur exact de mon livre, qui est dans le fond l'histoire de cette relation spéciale avec Israël. Mais dans le fond, elle transparaît toujours à travers cette question, dans le fond, de la question palestinienne. Je n'ai pas fait une histoire des relations franco-palestiniennes, qui, à mon sens, reste à écrire. Il y a un très bon bouquin de Jean-Pierre Filius sur le sujet, Mitterrand et la Palestine. Il y a quelques livres, mais je pense qu'à travers les archives, on pourrait, de la même façon que j'ai fait l'histoire des relations franco-israéliennes, on pourrait faire une histoire des relations franco-palestiniennes. Et dans les éléments documentés que moi j'ai déjà récoltés, qui parlent forcément de cette question-là, on retrouve des traces très anciennes d'ailleurs, des relations discrètes qu'ont pu nouer dès le début des années 70. Je pense que j'ai une note qui parle de 71, sous le mandat de Georges Pompidou, où l'on voit des premiers contacts qui s'inscrivent entre des proches d'Arafat à Beyrouth et le Quai d'Orsay, qui souhaite évidemment savoir ce que pourrait faire l'OLP et comment il se positionne par rapport à un certain nombre de questions. Et donc, cette histoire, elle reste à écrire, je n'ai pas pu l'approfondir. Mais ce que l'on voit dans les archives, globalement, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que les périodes de lune de miel, elles sont incroyablement fortes, elles vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Je raconte dans le détail l'histoire de la coopération nucléaire et de la coopération militaire. D'une part, la coopération militaire a sauvé Israël pendant la crise de Suez. Enfin, il faut le dire. C'est quand même les armes françaises qui ont permis à Israël de gagner la guerre des 6 jours en 6 jours. L'arme nucléaire israélienne n'aurait pu voir le jour sans une coopération qui a démarré en 1955 et qui s'est poursuivie sous De Gaulle, malgré les consignes d'arrêt du général De Gaulle. Il donne des consignes à son gouvernement, et à l'intérieur de son gouvernement, un certain nombre de gens ne suivent pas ces consignes. Donc c'est tout à fait étonnant de savoir que pendant 3 ans, la consigne du général de Gaulle, qui est édictée dès le mois de juin 1958, qui consiste à stopper cette coopération nucléaire, ne sont pas appliquées. Il faudra des fâcheries successives du général de Gaulle pour que, dans le fond, cette question soit réglée au sens de, officiellement, on arrête la coopération. Et je raconte notamment le face-à-face qui est tout à fait stupéfiant, hein, de Ben Gourion et de Gaulle en 60 et en 61, surtout celui de 60, car dans le fond, Ben Gourion vient voir De Gaulle pour lui demander la poursuite de cette aide pour l'arme atomique. Et ça, c'est ce que j'ai découvert dans le verbatim des conversations. Il y a une première séance de discussion qui est très générale. Et puis, il y a le deuxième entretien qui, lui, porte exclusivement sur cette question atomique. Et là, c'est formidable parce qu'on a à la fois des grandes envolées sur de ces deux dirigeants. Vous avez De Gaulle qui a une vision globale du monde et vous avez Ben Gourion qui présente la sienne. Et à un moment donné, De Gaulle dit « Mais pourquoi avez-vous besoin d'une bombe atomique ?» Et Ben Gourion répond très clairement « Voilà pourquoi, nous sommes un petit pays, donc si nous sommes attaqués, en 1 heure, les avions égyptiens auront bombardé tous nos aéroports et nous serons morts. Donc il nous faut une arme de dissuasion pour éviter cette attaque fatale. » Et dans le fond, De Gaulle comprend ce raisonnement, puisque c'est la raison pour laquelle lui-même, en France, est en train de développer son programme d'armes atomiques, qui n'est pas encore au point. Mais il considère que, voulant lui-même accéder au statut de grande puissance atomique, il doit stopper toute coopération avec des pays tiers, puisqu'il serait sinon accusé de prolifération. Et donc on a ce dialogue qui consiste à dire je veux que vous arrêtiez ce projet de coopération nucléaire et ce projet de bombe. Et Ben Gourion,
lui dit, les yeux dans les yeux, en mon nom et au nom d'Israël, je vous promets que je ne pense plus à la bombe, je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas. C'est écrit noir sur blanc. Et là, vous vous dites, ah, il est malin ce Ben Gurion, parce qu'il a fait exactement le contraire. Il voulait juste tenter d'amadouer le général pour qu'il continue, que la coopération puisse se poursuivre quelques mois. Et effectivement, en coulisses, elle se poursuivra quelques mois. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à chercher ces documents et à les dénicher et à les mettre en valeur dans les livres, parce que, justement, ils nous dévoilent ça. C'est-à-dire cette réalité de relations en tête-à-tête entre un président et un chef de gouvernement. Alors évidemment, quand c'est Ben Gurion et De Gaulle, on est à des altitudes très élevées. Lorsque c'est Shamir et Mitterrand, c'est très intéressant. Lorsque c'est Netanyahou et Chirac, c'est très chaud. Lorsque c'est Sarkozy et Netanyahou, c'est aussi parfois très chaud. Donc tout ça nous donne à voir l'intimité de cette relation qui, évidemment, parfois plus nuancée, effectivement, que ce que l'on en dit généralement, mais qui est aussi beaucoup plus crue, en quelque sorte. Ces dirigeants se parlent de manière très cash. On m'a rapporté récemment, la conversation qui a eu lieu entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou. C'était au mois de mai dernier, juste après l'anniversaire, les 70 ans d'Israël et la polémique sur le transfert de l'ambassade américaine et les incidents à Gaza. Ils se sont vus, ça a duré 2 heures, ils étaient en tête-à-tête, ils se sont parlé en anglais et ils se sont dit des choses de manière radicale. C'est-à-dire, nous sommes d'accord sur ça, ça, ça et ça, nous ne sommes pas d'accord sur ça, ça, ça et ça. Si vous bougez une ligne sur l'Iran, si vous devez changer votre position, prévenez-nous à l'avance. Donc il y a un côté très franc, très direct. D'ailleurs, plusieurs des diplomates français qui ont été en poste en Israël me disent, ici, on ne fait pas de diplomatie. On se parle de manière cash. Si on n'est pas d'accord, on le dit crûment. Donc il y a cette brutalité, il y a ces nuances dans l'histoire, il y a ces périodes où on n'est plus amis, mais on continue de l'être en douce. Il y a ces périodes où on est amis et en fond, on se fait des guerres souterraines. Je parle de l'histoire du Mossad, des contournements d'embargo, etc., où le Mossad intervient de manière très active en France, y compris pour déstabiliser un président français. Je révèle cette histoire qui est absolument stupéfiante, où on a le Mossad, les services de renseignement militaire israéliens, qui, parce que la France a décrété un embargo sur l'envoi des 50 Mirages qui avaient été achetés par Israël, blocage dans l'embargo en 67, blocage complet de l'embargo début 69, bon, on connaît l'histoire des vedettes de Cherbourg fin 69, mais là, ces 50 Mirages sont bloqués. Et donc, évidemment, il y a grosse polémique, grosse pression, effectivement, pour obtenir la levée de cet embargo sur ces Mirages. Alors, d'un côté, la France joue double jeu, parce qu'officiellement, elle refuse toute levée de l'embargo, et en fait, officieusement, elle laisse filer l'équivalent de 30 Mirages en pièces détachées, de manière clandestine. Et ces 30 Mirages seront remontés en Israël, rebaptisés d'un nouveau nom, le Necher, qui deviendra un avion de chasse israélien. Et j'ai eu la clé de cette histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont rien touché à ces avions. Ils les ont juste remontés. Ils ont enlevé le mot Mirage et ils ont mis le mot Necher dessus. Donc il y avait cette hypocrisie française qui consistait à dire on ne lève pas l'embargo, on laisse filer quand même de quoi armer Israël. Et puis, par ailleurs, vous aviez le Mossad qui considérait qu'il fallait quand même récupérer des plans du Mirage. Ils sont allés recruter un ingénieur en Suisse qui leur a filé 200 000 documents d'assaut. Ils sont allés, évidemment, récupérer les vedettes de Cherbourg. On est à la barbe de pas mal de gens. Et surtout, au moment où la France commençait à discuter avec le colonel Kadhafi de la vente de plus d'une centaine de Mirages, cette information fuite bien avant qu'elle soit officielle. Et donc, ça va embarrasser le président Pompidou. On est à la fin de 1969 et au début de 1970. Ça va tellement l'embarrasser qu'il va faire une visite aux États-Unis où il sera chahuté. Lui et sa femme seront bousculés dans un hôtel à Chicago par des manifestants. Et il considérera qu'il ne doit plus jamais revenir aux États-Unis. Et la position de Pompidou sur Israël a été largement marquée par cette campagne d'information, en fait, ou d'intox, qui consistait à faire laisser filer les informations sur ces ventes d'armes à la Libye, qui, en fait, ont bien eu lieu, mais l'idée consistait à laisser filer l'idée que
non seulement s'émirache Iran à Libye, mais que marié avec la flotte égyptienne, il viendrait attaquer Israël. Et donc, les marchands de mort, Pompidou, Pompidou, marchand de mort. Voilà. Pompidou, tu ne penses qu'au pétrole, Pompidou, etc. Ça, c'était les pancartes qu'il y avait. Et donc, cette campagne a été très active. Et c'est là, on peut dire qu'il y a une influence israélienne et des différentes communautés très fâchées contre la position de Français dans cette histoire. Voilà, on pourrait raconter beaucoup d'autres choses, juste pour répondre à votre question sur le CRIF. C'est très intéressant, votre remarque, parce qu'effectivement, je me suis posé la question, à un moment donné, si je faisais plusieurs chapitres transversaux comme ça, notamment un sur le rôle et l'influence du CRIF sur la politique française. Alors, c'était presque un léger pas de côté par rapport à mon histoire des relations diplomatiques. Je ne sous-estime pas cette influence, notamment sa droitisation progressive. Mais je ne veux pas non plus la grossir trop, parce que dans le fond, alors peut-être que je vais choquer certaines personnes ici, mais à mes yeux, l'influence de la communauté juive en France a porté essentiellement sur deux questions centrales, deux questions importantes. C'est la question mémorielle, sur laquelle ils ont eu beaucoup d'influence, et à mes yeux à juste titre, et la question de l'antisémitisme, sur lequel, évidemment, la pression permanente sur les autorités politiques pour qu'elles luttent contre l'antisémitisme est une constante. En revanche, je dirais, parce que je pense que c'est un élément central de tous les éléments qu'on peut voir sur la politique étrangère, sur la politique étrangère française, il n'y a, dans le fond, pas eu d'influence du CRIF sur cette politique étrangère française. Si on regarde dans le détail, il y a eu des pressions, des tentatives. Notamment, je raconte des visites des dirigeants du CRIF auprès de François Mitterrand, justement au moment de la visite d'Arafat à Paris. Et là, c'était Théo Klein à l'époque. Et c'était Théo Klein, voilà. Oui, c'est important. Et en l'occurrence, cette rencontre se passe très très mal. C'est-à-dire que Mitterrand les renvoie dans leurs 22 mètres, si je puis dire, en prenant une métaphore rugbyistique. Il leur dit, vous n'avez pas à déterminer la politique étrangère de la France. Dussé-je perdre les élections, je maintiens ma position. Donc, voilà, on peut discuter, évidemment. Il y a eu certainement des petits épisodes sur lesquels, et oui, les dirigeants du CRIF ont peut-être réussi à faire passer quelques messages. Mais globalement, si on prend l'exemple de Mitterrand, ou de Chirac ou de Sarkozy, l'influence sur la politique étrangère, je dis bien, française, reste à mon avis extrêmement marginale, parce que dans le fond, la ligne n'a pas bougé et que le message que la France porte depuis donc maintenant 40 ans, et dans le fond est le même. Et ça n'a pas changé. Alors peut-être que les réalités géopolitiques, elles, changent, et que du coup, le discours français, notamment sur les deux États, sera bientôt caduque, pour reprendre une expression qui avait été soufflée dans le fond par François Mitterrand à Arafat, pour tenter de se faire mieux voir sur la scène internationale concernant la charte de l'OLP. Mais voilà, on est dans cette ligne directrice qui, à mon sens, n'a pas beaucoup bougé, et quels que soient les dirigeants français, et quels que soient les dirigeants israéliens. Donc il n'y a pas beaucoup là-dessus. Et dans le fond, ça m'amène à une conclusion que je mets à la fin de mon livre, c'est que dans le fond, cette histoire est passionnelle, mais aujourd'hui, la France n'a plus beaucoup d'influence sur Israël. Et à mes yeux, la réciproque est aussi vraie. Est-ce qu'elle n'en a jamais eu? Justement, je pense qu'elle en a eu. Avant évidemment, dans cette période de lune de miel. Je pense qu'elle en a eu une aussi dans des périodes plus... Même, on peut dire qu'au moment de la période de Mitterrand, peut-être en avait-elle encore un peu. Mais il faut savoir que la scène géopolitique mondiale a beaucoup changé, que des nouveaux acteurs sont intervenus et que le poids de la France n'a fait que se rétrécir. Le seul élément au Moyen-Orient sur lequel la politique étrangère française a encore un peu de prise, c'est sur le Liban. C'est le seul pays sur lequel, à mes yeux, alors évidemment de temps en temps, sur les dossiers syriens, égyptiens ou d'autres, la France peut dire quelque chose et faire en sorte que ça ait un réel impact. Mais en réalité, sur Israël, quasiment rien. Sur l'Égypte, pas beaucoup. Sur la Jordanie, pas tellement plus. Sur la Turquie, n'en parlons pas. Sur l'Iran, c'est très compliqué.
Sur l'Irak, il y a eu des aléas historiques. Et le Liban reste le seul petit pays sur lequel la France, du fait de son passé et du fait de son attention particulière à la souveraineté du Liban, à l'équilibre des forces sur place, a réussi de temps en temps à éviter que justement le Liban ne soit grignoté. Ça a été la résolution de Chirac de 2004 sur le retrait des troupes syriennes, ça a été des positions de François Mitterrand, ça a été les résolutions de l'ONU à l'initiative de la France en 2006 pour tenter de mettre fin à la guerre du Liban, etc. Et encore récemment, le sauvetage, si je puis dire, d'Hariri par Emmanuel Macron, qui était entre les mains des Saoudiens. Merci beaucoup. Avant de vous passer la parole, je voudrais dire, parce que l'exercice qu'on vous a proposé n'est pas un exercice facile, dans la mesure où c'est très court. N'ayez surtout pas, je vous le dis, ayant vraiment lu le livre, l'impression d'un livre de géopolitique froide, etc. C'est un livre qui fourmille d'abord d'anecdotes. C'est très important, les anecdotes. Ça permet de comprendre la réalité des relations. Deuxièmement, de citations verbatim. Donc ça, on n'est pas dans la rumeur, on est dans l'archive. Alors l'archive peut être mensongère, mais l'archive, elle est une archive. Et troisièmement, de regard, je le signale, sur la psychologie des personnages. J'avoue que je croyais bien connaître Pompidou, qui est un personnage très intéressant en fait. Mais là, j'ai vraiment découvert un autre homme, c'est-à-dire c'est un homme qui est devenu paranoïaque à l'égard des Israéliens parce qu'ils l'ont traité via la communauté juive américaine d'une manière absolument scandaleuse, c'est-à-dire c'est vraiment une tentative de déstabilisation du président de la République française quand même. Et il en sort effectivement, comme vous dites, avec une amertume extrêmement forte. Et on le voit dans des... Il y a des documents que je cite qui sont des documents de son conseiller diplomatique à l'Élysée. Donc je suis allé dans les archives de l'Élysée et là on a les notes de ce conseiller diplomatique sur l'évolution de la situation. Par exemple pendant la guerre du Kippour, un peu avant, un peu après. Et là on voit les notes rageuses manuscrites de Pompidou dans la marge, qui dit il faut les bloquer, il faut les arrêter, la position française ne sera pas déterminée par, surtout ne pas lever l'embargo, etc. Donc on a ces notations permanentes d'un Pompidou qui est très amer, très en colère et qui considère, c'est justement là d'ailleurs un point qui mérite intérêt et débat. Il le dit à l'ambassadeur Ben Nathan, l'ambassadeur israélien à Paris, dès qu'il arrive en 70, il dit « Votre politique est suicidaire ». Il le dit texto. Sous-entendu, vous avez gagné la guerre des 6 jours, vous avez des territoires occupés, vous occupez les territoires, maintenant il est temps de dealer ces territoires pour faire la paix. Donc c'est un discours, disons, sur la scène internationale à l'époque, qui est courant, parce que les États-Unis soutiennent, Kissinger soutient cette politique, etc. Alors, il y a des échanges d'ailleurs entre Pompidou et Kissinger qui s'arrachent les cheveux en disant les dirigeants israéliens sont impossibles, on ne peut pas discuter avec eux. Leur sort est tragique, mais leur position est aussi tragique. Donc, c'est très intéressant de voir ça. D'ailleurs, il y a un mot de Kissinger qui est encore plus dur, que je cite dans le livre. Il dit ils vivaient ils avaient été mis dans des ghettos, ils ont créé un État ghetto. Une phrase terrible, hein, mais c'est Kissinger qui la prononce. Kissinger qui est d'origine juive, comme vous le savez. Donc il y a cette amertume des dirigeants occidentaux qui tentent de pousser Israël après la guerre des 6 jours à aller de l'avant, faire quelque chose, dis-le. Et les Israéliens disent mais on n'a pas d'interlocuteur, personne ne veut discuter avec nous. Et donc donc Pompidou dit votre politique est suicidaire. Si vous continuez comme ça, vous allez créer une situation, d'ailleurs que De Gaulle avait déjà noté, colonisation, la résistance, etc. Plein de choses que De Gaulle annonce dès sa fameuse conférence de presse de novembre 67, durant laquelle il a parlé du peuple sûr de lui-même, etc., etc. Et, juste pour terminer là-dessus, Pompidou est dans cette position très, très critique, et face à cette politique qu'il décrit comme suicidaire, les Israéliens ont une réponse qui est absolument à la fois sidérante et qui est très révélatrice d'un état d'esprit qui perdure encore aujourd'hui. C'est on va pas se suicider, on préfère ne pas mourir du tout, mais on va plutôt attendre. Le temps joue en fait pour nous. Et ça, c'est un réflexe que les Français, que beaucoup de diplomates ont. Ils disent, les Israéliens, dépêchez-vous de faire la paix, car le temps joue contre vous. Vous êtes au milieu d'une population de pays arabes qui
qui vont croître démographiquement et qui finiront par vous envahir en quelque sorte et vous anéantir. Et les Israéliens disent non, non, nous, chaque jour qui compte, chaque jour qui passe nous renforce. Et dans le fond, géopolitiquement, si l'on prend la situation d'aujourd'hui, c'est le cas. Ils n'ont jamais été aussi forts. Ils ont des alliés de plus en plus solides. Les Saoudiens sont à deux doigts de nouer des relations diplomatiques avec eux, dans le cadre d'une alliance contre l'Iran. Donc la réalité géopolitique a plutôt donné raison aux partisans de cette ligne dure du Likoud des dirigeants israéliens qui mènent le pays quand même depuis 1977 quasiment de manière continue. Voilà, en tout cas, c'est à vous. Je voulais simplement dire que c'est un plaisir à lire, le livre. C'est vraiment un livre absolument passionnant. On peut, à certains moments, dire non, oui, bon. Mais on a plaisir à le lire. C'est quand même très, très important. C'est à vous. Vous avez la possibilité de prendre la parole avec un micro. Surtout, n'oubliez pas le micro. Sinon, vous ne serez pas dans la vidéo. Allez-y. Oui, oui, on vous entend. Oui, oui. Oui. Voilà. Allô, allô, oui, ça marche. Oui. Voilà, voilà. Oui, bon, bonjour, merci pour votre exposé. Alors, j'ai plusieurs remarques à faire avant de poser deux questions. La première, il faudrait, avant de comprendre les relations franco-israéliennes, c'est de comprendre d'où on part aussi. Et qui étaient les diplomates français avant la création d'État d'Israël, où il y avait une grande part d'antisémitisme lié à des diplomates qui venaient de l'aristocratie catholique, qui remplissaient les rangs du Quai d'Orsay. Donc il y avait un antisémitisme et un antisionisme lié à la question libanaise, en fait, et la frontière entre la Palestine mandataire, le Liban, enfin tout ça. Bon, il y avait des tensions entre les Français et les Anglais. Bon, voilà. Donc après, en 1947, les Français, contrairement au discours du Quai d'Orsay aujourd'hui et la diplomatie française, n'étaient pas du tout favorables au plan de partage. C'est Truman qui a insisté à ce que ce plan de partage se fasse, et pour vouloir privilégier ses intérêts dans le monde arabe, dans le Maghreb et au Liban et en Syrie, la France n'était pas du tout favorable. Et aussi, contrairement à ce qu'on dit, quand il y a eu l'indépendance de l'État d'Israël la France a mis 6 mois, si c'est pas plus, à reconnaître l'État d'Israël, parce qu'elle négociait ses territoires français à Jérusalem. Bon. Donc ça, c'est une chose. Donc en fait, l'alliance entre la France et Israël, il y avait à la fois les diplomates et les militaires. Je trouve qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, montrer que les militaires ont toujours été pro-israéliens. Il y avait une grande admiration de l'intelligence militaire des Israéliens. Et il y avait aussi la question algérienne qui a renforcé ces liens, parce que la crise de Suez part de là. C'est-à-dire que la crise de Suez qui a été fabriquée par les Français en mettant les Israéliens qui voulaient pas franchement y aller finalement. Ils ont été incités, et Pérez a négocié la bombe atomique dans les accords de Sèvres pour pouvoir inciter les Israéliens à participer à la crise de Suez. Bon, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut mettre l'accent, c'est les relations étaient vraiment... il y avait à la fois le Quai d'Orsay et les militaires. Et aussi, autre chose, une remarque que je voulais faire sur les relations entre Isaac Shamir et... Isaac Shamir, vous le mettez comme un faucon parce qu'il appartenait au Mossad. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut surtout marquer le fait qu'il était issu de la banque Stern. Et qu'en fait, c'est du sionisme révisionnisme qu'il faut compartimenter avec le sionisme de Ben Gourion. Bon, ça c'est parenthèse. Ensuite, Mitterrand... On peut vous demander votre question. Oui, mais alors, ce que je veux rappeler aussi, monsieur Dominique Vidal, oui, à votre grande dame, c'est que la gauche était profondément pro-israélienne avant 67. Il y avait les Français, la gauche française manifestait dans la rue pour un soutien à Israël. Voilà. Alors, ma question, c'est savoir... Vous savez, vous avez affaire à un public qui connaît pas mal de choses. Oui, mais comme vous êtes un propagandiste, je me permets de faire des articles. Ah bon. Alors, ma question, c'est pas grave, j'assume. Ma question, c'est savoir pourquoi la France n'a jamais réclamé d'État palestinien dans la période de 49 à 67, quand la Cisjordanie était annexée par la Jordanie et que les Palestiniens avaient la nationalité jordanienne et que Gaza était administré par l'Égypte. Pourquoi il n'y a jamais eu de résolution à l'ONU en cette période-là? Et est-ce que de tenir le discours récurrent depuis 1967, 2 États, la sécurité d'Israël, les lignes de 67, est-ce que c'est un discours encore pertinent dans la mesure où tout le monde sait que c'est impossible à faire aujourd'hui? C'est à vous. Ne tenez pas les discours de propagande. Hein. Non, je vais essayer. Sur l'influence des militaires, évidemment, c'est important dès 48, hein, même avant, puisque
Et les services secrets français ont contribué aussi à armer les groupes de résistance et la Haganah, etc., dès les années 42-43. Donc voilà, ça c'est un point important. Après, la classe politique française, dans sa grande majorité, disons, dans l'après-guerre, pas seulement la gauche, hein, était pro-israélienne. Je raconte s'il vous plaît, la naissance de ce qu'on a appelé les Alliances France-Israël, qui est un groupe politique d'influence importante dans la 4e République. Il y avait Guy Mollet, il y avait François Mitterrand, il y avait des grands ministres, des anciens résistants gaullistes, il y avait un certain nombre de gens. Il y a eu aussi dans les pro-israéliens très connus, André Malraux, un certain nombre l'amiral Koenig, etc. Tous ces gens-là faisaient partie de ces sphères politiques, militaires, etc., qui étaient bercés par cette idée de l'après-guerre. Le Parti communiste français. Voilà, absolument. Donc là-dessus, il n'y a pas de contestation. Que vous appuyez sur les militaires ou les diplomates, c'est évidemment un point important, mais c'était un ensemble de personnes et un ensemble d'influences qui ont joué et l'ambiance était pro-israélienne à cette époque-là. Alors évidemment, c'est évidemment à partir de l'arrivée de De Gaulle que la question commence à basculer, puisque à partir du moment où il reçoit Golda Meir, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, dès le mois de juin 58, et lui dit faut maintenant que notre relation soit plus discrète. Avant, elle était très spectaculaire, très mise en avant, très visible. Et il prône une relation plus normalisée, dans le fond, en disant... et il dit, de manière très simple, que l'intérêt de la France est aussi de renouer avec les pays arabes, avec lesquels ces relations sont très froides du fait de la guerre d'Algérie. Et c'est parce qu'il y aura les accords d'Évian, en mars 62, que la France pourra renouer avec les pays arabes. Et c'est à partir de 62, ce rééquilibrage de la politique étrangère française, on renoue des liens diplomatiques avec l'Égypte, avec tous les pays avoisinants, que, évidemment, Israël en prend ombrage et continue de se bercer. D'ailleurs, un diplomate israélien parle d'illusion à l'époque, de cette période selon laquelle l'alliance, la lune de miel franco-israélienne allait durer très longtemps, que l'alliance stratégique allait perdurer. Et la réponse est, il fallait être bien naïf pour ne pas voir que la France avait d'autres intérêts dans la région et qu'elle pourrait évidemment rééquilibrer cette politique. Et donc, on a entre 62 et 67 ce basculement de la politique étrangère. Et dans le fond, ce que vous disiez sur la psychologie des personnages, moi je le trouve absolument très révélateur, notamment dans la première rencontre entre Ben Gourion et De Gaulle. Il y a un quiproquo, ils ne se comprennent pas sur un point essentiel qui est l'extension des frontières d'Israël. De Gaulle lui pose la question, est-ce que vous allez étendre vos frontières? Et parce que vous êtes vous êtes un petit pays. Et Ben Gourion répond, non pas en termes de frontières, mais en termes de population. Je vais doubler ma population. Je vais passer en gros 2 millions à 4 millions de Juifs, parce que j'ai fait des appels à la diaspora qui va progressivement venir rejoindre l'État d'Israël. Et De Gaulle comprend de cette phrase sur la population que nécessairement Israël sera obligé d'agrandir ses frontières pour pouvoir accueillir tout ce monde. Et à partir de cette rencontre se noue ce quiproquo, selon laquelle Israël sera obligé, aux yeux de Gaulle, d'agrandir ses frontières. Et lorsqu'il voit poindre la crise de 67 avec des menaces égyptiennes et dans le fond un armement, une montée en puissance israélienne, justement, il dit aux Israéliens, je sais ce que vous avez en tête. Vous voulez, dans le fond, étendre vos frontières. Mais ne le faites pas, ne tirez pas les premiers, ne soyez pas l'agresseur. Et c'est parce qu'il n'est pas écouté, qu'il a le sentiment qu'il n'a, dans le fond, pas d'influence sur Israël, qu'il va prendre les mesures consécutives à la guerre des 6 jours, qui consiste à embargo sur les armes, puis sa petite phrase sur le peuple sûr de lui-même et dominateur en novembre. Et dans ce texte, dans ces propos de cette conférence de presse de novembre, que je mets en intégrale dans le livre en annexe, il est très précis justement sur cette volonté conquérante d'Israël. Il repart là-dessus. Et Ben Gourion, entendant cette phrase dans la conférence de presse, lui écrit une longue lettre pour lui dire « Je n'ai jamais dit ça ».
Et quand De Gaulle va publier ses mémoires, enfin il y aura une mémoire de Gaulle dans laquelle il va continuer d'écrire ça, le fait que Gourion voulait étendre ses frontières. Ben Gourion lui réécrit à nouveau pour lui dire « je n'ai jamais dit ça ». Et donc, en fait, ça s'est tenu à peut-être pas grand-chose. Il aurait peut-être fallu que quelqu'un décode entre eux, en 1960, lorsqu'il se voit pour la première fois, cette question de la population et des frontières. Et dans le fond, De Gaulle est resté persuadé qu'Israël allait le faire, et il a vu dans la guerre des 6 jours la concrétisation a posteriori de son préjugé. Et donc, il a continué de penser ça, et c'est la raison pour laquelle il a puni, si je peux dire, Israël à travers cet embargo. Donc, là, on voit que l'élément psychologique et la réflexion du personnage s'était forgé un a priori sur la base peut-être d'un malentendu avec Ben Gourion, et que ce malentendu, il a longtemps perduré. Juste sur cette question, parce que c'est une question historiquement très importante, je me demande si vous n'êtes pas pris au piège de votre thématique qui est franco-israélienne. Le retournement de la politique gaulliste, il s'inscrit aussi dans un contexte plus général de prise de distance par rapport aux États-Unis, de retrait de l'organisation militaire de l'OTAN, de reconnaissance de la Chine populaire, de discours de Phnom Penh sur la guerre du Vietnam, etc. etc. C'est-à-dire, à mon avis personnel, hein, il y a aussi une dimension qui dépasse la question du Proche-Orient et des alliances arabes. Il y a vraiment une politique globale et très cohérente de Gaulle. Après, on peut évidemment discuter l'opportunité ou non. Quant à la question de ce que dit Ben Gourion, moi je ne vais pas discuter ce qu'écrit Ben Gourion, mais quand même, Benny Morris, qui n'est pas, comme on sait, un pro-palestinien frénétique, explique que un jour, après la guerre de 48, Ben Gourion se promène en jeep avec Dayan et qu'il regarde les falaises de l'autre côté du Jourdain, et Ben Gourion lui dit « mais ça c'est pour votre génération, c'est à vous de prendre ça, on n'a pas pu cette fois-ci, il faudra ensuite ». Voilà. Et juste pour terminer là-dessus, car effectivement vous avez raison d'expliquer que la position de Gaulle s'inscrit dans un cadre plus général, que j'avais d'ailleurs largement abordé dans mes livres sur les relations franco-américaines, parce que cette rupture avec les États-Unis date aussi de 58 en quelque sorte, hein, cette volonté de prendre ses distances avec les deux grands. Et d'ailleurs, dans la crise de 67, on a bien cette position-là de Gaulle. Il pense qu'il va en n'étant pas du côté soviétique ni du côté américain, il va pouvoir jouer un rôle d'arbitre entre les deux grands. Et dans le fond, c'est son échec. C'est l'échec de cette politique étrangère française, de sa singularité, de son côté je suis l'indépendant et la voix de la France peut porter entre les deux grands de manière totalement indépendante. Il échoue à influencer Israël et il se retrouve avec une guerre où se voient s'affronter justement les deux blocs et à l'issue de laquelle il n'a toujours aucune prise sur les négociations qui pourraient advenir. Et notamment, je cite des propos d'André Malraux, qui est très visité par des personnalités israéliennes, juste au moment de la guerre des 6 jours. Au début de juin 67, et Malraux, qui est très un fervent supporter d'Israël, dit « Ne vous inquiétez pas, De Gaulle sait ce qu'il fait en prenant ses positions, et un jour il jouera le grand rôle qu'il pense pouvoir jouer pour réconcilier tout le monde, en fait, les pays arabes et Israël, les États-Unis et l'URSS. » Et en fait, c'est dans le fond peut-être un péché d'orgueil que De Gaulle a commis à cette période. À qui? Oui. Alors, j'ai même une réponse sur le fait que l'ONU n'a pas fait de résolution. Et, soyez gentil. Non, mais je suis gentil, mais je... Ah oui, on n'est pas dans le dialogue. Hein. Non, mais la question, oui, je vais juste répondre rapidement sur cette question de l'ONU n'a commencé à s'intéresser à la question sur la question d'un État palestinien que plutôt à la fin des années 70. Avant, on parle de la question des réfugiés palestiniens. D'ailleurs, les positions de Pompidou et de Giscard sur le sujet parlent de ça. Personne ne parle à l'époque d'État. C'est simplement quand Giscard commence à parler de la question palestinienne, il ne parle pas d'État. Il commence à en parler simplement à la fin, en 1980 à Venise, et c'est après Mitterrand qui cloute, si je peux dire, cette affaire en parlant d'un État palestinien devant la Knesset. Donc la question de l'État n'apparaît de manière très claire qu'à la fin des années 70, début des années 80. Oui, ça marche là ? Oui.
Oui, j'ai une question à vous poser. En ce qui concerne les relations entre la France et Israël, une question de fond, parce qu'il faut remonter un tout petit peu à l'histoire pas si ancienne, des événements qu'on ne peut pas balayer sous le tapis. Par exemple, la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour de l'école militaire pendant que des hordes hurlaient mort aux Juifs, ou la déportation massive de familles juives vers les camps de la mort. Des choses comme ça, par les gendarmes français. Alors des choses comme ça, ce sont des choses qui pèsent lourd. Et on aurait pu attendre, du point de vue d'une simple décence, de la part de la France, qu'elle se remette en question et qu'elle réfléchisse à la gravité de ces événements pour sa propre âme. Et que dans ces conditions, qu'elle s'abstienne de faire preuve d'arrogance en prétendant donner des leçons, des instructions aux Juifs au moment où ils retrouvaient sur leur terre millénaire leur indépendance et leur souveraineté pour échapper à ces offenses qu'ils ont subies en Europe et en France. Et dans ces conditions-là, est-ce que en s'égarant dans des attitudes arrogantes à la Giscard ou à la Pompidou qui voulait armer l'ennemi mortel d'Israël avec une centaine de mirages, on pourrait se demander s'il n'y a pas une indignité qui se paye maintenant à un moment où la France est égarée dans le macronisme. J'ai l'impression que vous faites évidemment que la question de l'histoire de la naissance du sionisme, à travers le procès de Dreyfus, comment Herzl a pris conscience et s'est forgé cette idée-là, tout ça est évidemment important. Mon livre ne porte pas sur cette période ni sur cette histoire-là. C'est pas l'histoire du sionisme, ni évidemment lorsque je parle des élites politiques et de l'opinion d'ailleurs qui après-guerre soutenait de manière fervente l'État d'Israël, c'est tout simplement du fait de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut pas, voilà, il faut le dire. Et donc et des camps d'extermination. Donc il y avait cette sorte de culpabilité par rapport au régime de Vichy. Tout ça a pesé beaucoup dans cette première phase de ces relations. Après, la question du Israël devenant un État colonisateur, c'est là que les choses ont basculé dans un autre débat. C'est-à-dire, certes, vous avez le droit à la sécurité, mais qu'en est-il des droits des autres peuples qui vivent sur cette terre? Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ces questions-là sont devenues importantes. Juste pour préciser, parce que c'est important, ce que monsieur a dit, je ne parle pas des commentaires, mais du fait, quand Chirac a voulu déployer sa propre politique vis-à-vis d'Israël et du Proche-Orient, il a effectivement, avant, parce que c'est très tôt, hein, juste après son élection, il a pris la position que l'on sait sur les crimes de Vichy. Et j'observe que c'est une position que Mitterrand avait repoussée bec et ongle. Il ne voulait pas, il était hors de question qu'on la tienne. Et je me souviens même de la défense de François Mitterrand par Robert Badinter, expliquant que Mitterrand avait raison et que ceux qui le sifflaient, qui sifflaient son nom, étaient indignes, etc. Donc, chez Chirac, en tout cas, je ne parle pas des autres, il y a eu une conscience qui avait quelque chose d'inséparable entre une condamnation claire de la responsabilité du régime de Vichy dans le génocide des Juifs français et d'une nouvelle politique ou de tentative de nouvelle politique au Proche-Orient. Donc on peut au moins... nouvelle politique arrogante. Non, ça c'est un commentaire. Moi je suis au niveau des faits, pas du commentaire. Donc je dis, vous avez raison, indépendamment de vos commentaires, vous avez raison de dire qu'il y a un lien et que Chirac, il faut lui en rendre hommage, a fait ce lien et l'a compris suffisamment pour le faire clairement. Et je crois que parfois, quand on entend des phrases... des commentaires du type de ce que nous venons d'entendre, il faut aussi savoir que la France a eu sa part sombre et très sombre sur laquelle il était temps de revenir, mais elle a eu aussi, avec cette déclaration de Chirac, et y compris avec le discours d'Emmanuel Macron
le 16 juillet 2017, même si personnellement j'ai fait un livre critique sur une phrase de ce discours, le reste du discours était un discours tout à fait remarquable sur la responsabilité de l'État français, de Vichy. C'était une espèce d'explication de texte de la petite phrase de Jacques Chirac de 95. D'autres questions? Il y avait ici une dame depuis tout à l'heure. Peut-être ce serait bien de lui passer le micro. D'abord parce que c'est une dame et ensuite parce que ça fait longtemps. Voilà, c'est à vous. Vous en parlez assez en détail dans votre livre de la période de 2007, donc l'arrivée de... après l'arrivée de Nicolas Sarkozy, la coopération stratégique accrue entre la France et Israël sur les sujets de défense. Vous m'entendez? Ok. Donc vous parlez entre autres de l'instauration du dialogue stratégique entre la France et Israël. Plus tard, en 2015, donc la coopération sur tout ce qui est lutte contre le terrorisme, tout ce rapprochement donc sur les sujets de défense, dont l'Iran, et également aussi sur des sujets plus économiques, les nouvelles technologies et autres. Et je voulais savoir quelle est votre position. En fait, est-ce que vous pensez que ce rapprochement quand même assez fort sur ces dossiers importants n'a-t-il pas eu un impact en réalité sur la politique française? Parce que vous dites que la politique en réalité n'a pas réellement évolué. Mais est-ce qu'il y aurait eu peut-être un effet cosmétique ou un effet plus profond de ce rapprochement? Alors, sur les questions militaires et de renseignement et de lutte contre le terrorisme, commençons par le militaire. Sur le militaire, il y a eu cette grande période dont je parlais, armement complet d'Israël, puis les Israéliens se sont tournés vers les Américains, c'est à partir de 1967. Depuis, ils se fournissent à 90% aux États-Unis, et ils ont constitué leur propre industrie d'armement. Il y a eu, à partir de 1994, la visite de François Léotard, ministre de la Défense, en Israël, qui a renoué une coopération militaire et industrielle militaire importante. Beaucoup plus importante que ce que l'on sait officiellement, ce que l'on dit officiellement. Une coopération qui porte notamment sur des échanges d'officiers, sur des manœuvres communes, sur des échanges de codes OTAN, sur des escales des navires dans les ports les uns des autres, sur des partages technologiques sur les missiles, sur des partages d'informations sur entre la direction du renseignement militaire et le renseignement militaire israélien. Tout ça a été noué et s'est renforcé dans ce qu'on appelle le dialogue stratégique, qui est un mot, effectivement, une expression que emploient les militaires et les diplomates pour parler du dialogue avec Israël. On est entre alliés, beaucoup plus alliés qu'on ne le dit. On a des alliances militaires très fortes et elles sont imperméables à toutes les autres questions, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les couleurs politiques des gouvernements en France et en Israël. Donc ça, c'est des politiques qui sont suivies par les états-majors, par les militaires, et qui n'ont jamais cessé, et se sont plutôt renforcés. Sur le renseignement, la coopération, là aussi, est très étroite, beaucoup plus importante, là aussi, qu'on ne le dit, notamment récemment sur des attentats déjoués. On sait que les Israéliens ont prévenu les Français d'un projet d'attentat iranien, notamment, qui devait avoir lieu peut-être à Villepinte à l'été dernier. Donc il y a un échange de renseignements. Le Mossad est dans le cercle, si je puis dire, des alliés traditionnels et de la DGSE, renseignement extérieur, et de la DGSI, renseignement intérieur. Ils coopèrent beaucoup sur des opérations communes, notamment contre la prolifération d'armes de destruction massive. C'était le cas sur les armes syriennes, c'est le cas sur les échanges concernant les projets nucléaires iraniens. Donc tout ça a lieu. Maintenant, il y a eu des périodes de tension aussi là-dedans. Il y a eu des périodes de tension historiques, par exemple, entre la DST, surveillance du territoire française, qui était plutôt proche
de l'OLP, qui avait des nombreux contacts au Hezbollah, etc., dans le Hezbollah libanais, etc., les dirigeants de la DST étaient plutôt considérés comme des gens assez peu proches des Israéliens. Et donc la coopération était tendue. Avec la DGSE, c'était plus facile. Puis, je raconte historiquement, il y a eu des périodes où les renseignements français et israéliens coopéraient pour tenter de tuer Nasser, d'autres périodes où la Mossad faisait tout pour espionner les Français. Enfin, oui, ça marche un peu dans tous les sens. Est-ce que ça a un impact politique? La réponse est non. On peut peut-être marginalement penser que sur la question iranienne, la question de est-ce que l'Iran est un danger et à quel degré de danger cette menace concernant des armes, un projet nucléaire iranien serait un danger pour la région et pour la sécurité d'Israël et de l'Europe, disons, il peut y avoir des partages d'analyse. Il y a eu à un moment donné des partages de renseignements précis sur des sites nucléaires iraniens. Mais est-ce que ça a impacté la position française sur l'accord du nucléaire iranien? Ça a probablement durci effectivement la position française pour que, par rapport à l'administration américaine, qui elle était plutôt prête à lâcher du lest pour obtenir absolument un accord. Donc en 2015, Fabius a durci le ton. C'était pas tellement sous l'influence d'Israéliens, c'était sous l'influence de ses propres analyses, premièrement. Et deuxièmement, aujourd'hui, le désaccord est fondamental, puisque la France considère que la rupture et la sortie par les États-Unis de l'accord de nucléaire iranien est une mauvaise chose, alors que Netanyahou pense que c'est une bonne chose. Et donc, l'analyse sur la déstabilisation de la région par l'Iran n'est pas la même. Et quel est le moyen de contenir cette éventuelle influence néfaste de l'Iran, que ce soit en Syrie, au Liban ou dans d'autres pays? La réponse, là aussi, n'est pas la même côté français comme côté israélien. Donc, réponse à votre question, l'influence est limitée. Vous avez insisté sur le maintien du discours français, y compris sous Sarkozy et sous Hollande et sous Macron. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il y a un maintien de l'impuissance française, voire d'un certain double langage? Parce que quand on parle de Mitterrand, qui a une réputation de sioniste, d'homme qui a eu une grande amitié pour Israël, il n'empêche que ce Mitterrand-là, quand il a fallu envoyer des bateaux français pour sortir Arafat et les Fedaïn de Beyrouth, il l'a fait. Il l'a refait en 83 quand Arafat était encerclé à Tripoli, Syrie, enfin Nord-Liban. Bref, où est la mise en œuvre du discours dont vous dites qu'il se maintient? Alors, pour Mitterrand, c'était une espèce de le fameux en même temps presque macronien finalement qu'il avait anticipé, puisque il faut bien relire ses propos. Le discours de la Knesset qu'il prononce en mars 82, il faut le relire. C'est un texte qui est extrêmement balancé, extrêmement équilibré, qui reconnaît Israël, le droit des frontières sûres, etc., et qui, évidemment, parle d'un État, la patrie palestinienne, et ça doit déboucher sur un État. Donc il le dit clairement. Et évidemment, les fâcheries avec les Israéliens concernant la guerre du Liban, Sabra et Shatila, la sortie d'Arafat de Beyrouth puis de Tripoli, j'ai oublié l'attaque de la centrale irakienne de Tammuz en juin 81, pardon. Et les autres fâcheries qui ont suivi, qui concernaient le programme justement nucléaire irakien à l'époque, et tout autre sujet, et le soutien permanent dans le fond, au fait qu'Arafat deviendrait un acteur incontournable pour une négociation future, dont Mitterrand savait très bien, ça m'était reconfié par Hubert Védrine et d'autres, que ce ne serait pas pour tout de suite, puisque lui-même n'avait pas cette capacité d'influence, c'était qu'il avait en face de lui Shamir, qui ne voulait pas bouger d'un millimètre. Donc, il y avait cette impuissance française et cette volonté, malgré tout, de répéter le même discours, quel que soit l'interlocuteur israélien, et de faire en sorte que, progressivement, on monte Arafat en puissance comme l'interlocuteur crédible. Et c'est la raison pour laquelle il organise cette visite, il accepte plutôt le principe qu'Arafat vienne à Paris en mai 1989, il l'accepte à la condition qu'Arafat fasse un geste public, et ce sera le petit mot que j'ai employé tout à l'heure, le côté caduc,
qui lui est soufflé, parce que le mot, je ne sais pas s'il existait vraiment, enfin il existe, mais je veux dire, il ne l'aurait peut-être pas spontanément employé, voilà. Et c'est Roland Dumont qui lui souffle, mais ça vient d'une note de l'Élysée. Donc là, on a les traces de ce document. Donc, évidemment c'est pas une hypocrisie de la part de Mitterrand, c'est simplement le rappel d'une question de principe. Maintenant, alors sur la période plus récente, il y a toujours une illusion française que l'on va peser sur le cours des choses. Ça, c'est clair. On peut dire que Macron, lui, il est assez désillusionné là-dessus. Il est beaucoup plus dans une forme de réel politique, en disant, à partir du moment où les Américains, c'est eux qui donnent le là, il faut attendre de savoir ce que les Américains ont dans leur besace. Le fameux so-called plan de paix, le gros deal, le deal du siècle annoncé par l'administration Trump n'a toujours pas été mis sur la table. Donc, tant que ce projet n'est pas mis sur la table, la France est dans l'attentisme le plus total vis-à-vis d'Israël. On reçoit Mahmoud Abbas, on sait très bien que les Palestiniens sont extrêmement divisés, il faut savoir ce que le Hamas est en train de préparer, ou comment il est négocié avec les Égyptiens pour savoir est-ce qu'ils vont se réconcilier avec l'autorité palestinienne. Toutes ces questions-là sont complexes, et là-dessus, la France tente de jouer un rôle pour pacifier, je dirais, le camp palestinien, et peut-être dans l'attente de ce fameux plan américain sur lequel on n'a pas beaucoup de détails, sauf qu'on sait qu'il sera quand même très dicté par plutôt les impératifs de sécurité israéliens que palestiniens. Mais il y a une désillusion française, et il y a maintenant une forme de réalisme macronien sur ce dossier, qui n'était pas tout à fait encore le cas sous Sarkozy, qui lui avait pensé vraiment qu'il allait pouvoir influencer Netanyahou. Et Hollande, dans le fond, il a laissé filer le truc, pendant 4-5 ans. Juste avant de quitter, il a fait une grande conférence à Paris. Enfin, une conférence à Paris, ça s'appelle Conférence internationale pour la paix, dans laquelle il a invité tout le monde. Et les deux seuls qui ne sont pas venus, c'est les Palestiniens et les Israéliens. Donc, cette conférence avait peu de chance de faire avancer le dossier, mais ça s'appelle un rappel des positions classiques. Voilà, donc sous-entendu, un cadre onusien, une négociation internationale pourrait voir le jour. Autant de choses dont les Israéliens ne veulent pas. Ils veulent avoir des négociations en bilatéral et pas sous une égide internationale. Encore 2-3 questions. Ici. Ah bah là-bas. Non, mais on va faire le micro. Ok. Alors, je voulais savoir, est-ce que dans ces relations diplomatiques, notamment dans leur état actuel, l'Union européenne, dans ses décisions et dans son financement des organisations de droits de l'homme israéliennes, ne joue pas un certain rôle? Alors, je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que c'est sur le financement des ONG israéliennes? Non, je voulais savoir si l'Union européenne, notamment avec ce qui se passe maintenant, elle finance Breaking the Silence, B'Tselem et d'autres organisations de droits de l'homme. Et avec ces dernières décisions par rapport à Israël, est-ce que ça ne joue pas un rôle dans les relations diplomatiques entre la France et Israël? Je ne crois pas trop, non, malheureusement. Enfin, ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un rôle très marginal. L'Europe a toujours été considérée les Américains sont très cyniques, ils disent c'est l'Europe qui paye pour les Palestiniens, donc tout va bien. Voilà. Donc ils ont même arrêté eux-mêmes de financer la partie des réfugiés pour le financement pour les réfugiés palestiniens. Et Kissinger disait donnez-moi le numéro de téléphone de l'Europe. Voilà. Donc le fait que la France et que l'Europe continuent de financer une aide économique, humanitaire aux Palestiniens, plaider pour un arrêt du fait d'embargo qu'il y a sur la bande de Gaza, pour la levée de sanctions, pour que l'Égypte allège, pour que les négociations avec l'autorité palestinienne fassent que les fonctionnaires qui sont à Gaza puissent être payés alors que tout a été bloqué pendant quelques mois. Tout ça, les diplomates français sont plutôt très impliqués dans ces histoires. Ils font beaucoup de choses sur le terrain. Le consul de France à Jérusalem, le Quai d'Orsay, la direction Afrique Moyen-Orient, le ministre, y compris Macron quand il reçoit Mahmoud Abbas, etc. Mais est-ce que ça joue vraiment un rôle sur le fond? Non. À propos du CRIF, donc
dont vous avez minimisé l'importance. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il assimile antisémitisme et antisionisme? Bon, Dominique Vidal a écrit là-dessus. Oui, on ne va pas rentrer dans ce débat qui est très polémique, très complexe, et sur lequel mon voisin de droite a écrit de manière aussi argumentée. Gauche, pardon, excusez-moi. Droite, quand vous nous regardez, voilà. Excusez-moi. Moi, par rapport à ça, je n'ai pas de position, moi, personnellement, là-dessus. Je constate que la France, par la voix d'Emmanuel Macron, a fait un geste symbolique et fort en déclarant que l'antisionisme était une des formes de la forme réinventée. La forme réinventée de l'antisémitisme. Et qu'en prononçant cette phrase lors de sa première visite, la première visite de Netanyahou, alors qu'il venait juste d'être élu, et il a choisi symboliquement pour chacun des grands pays, des grands chefs d'État étrangers, un cadre particulier. C'était Versailles pour Poutine, c'était le défilé militaire pour Trump, et ça a été la commémoration de la rafle du Veldiv en juillet 2017, avec la première fois la visite d'un Premier ministre israélien lors de cette commémoration. Donc, lorsqu'il commence par ces phrases, par Bibi, cher Bibi, etc., donc il veut adresser à Netanyahou un message précis sur le fait que la France soutient un certain nombre de positions, et notamment celle-ci, qui est nouvelle, qui est réaffirmée de manière claire et nette. Auparavant, Hollande et Fabius ne s'étaient pas prononcés là-dessus. Donc ça a été un marqueur important de la politique étrangère française à l'égard de la communauté juive et à l'égard de Benjamin Netanyahou qui était présent ce jour-là. Maintenant, est-ce que ça change complètement la politique étrangère française dans la région? Est-ce que Macron s'est pour ça rapproché de Netanyahou sur tous les autres volets, l'Iran, le Jérusalem, les Palestiniens et que sais-je, les colonies? Non. Donc en fait, je ne dirais pas que c'est pas important, parce que ces mots sont parfois importants, mais ce que je dis, c'est que après cette première approche très séductrice de Macron à l'égard de Netanyahou, on est venu maintenant à un temps de la réelle politique et d'intérêts plus froids et de désaccords qui demeurent malgré une coopération économique, scientifique, militaire, renseignement, lutte antiterroriste qui est évidemment très forte en ce moment. Je ne vais pas commenter le débat de fond, juste vous donner un avant-goût de votre prochaine recherche de verbatim. Dans le verbatim de ce discours du 16 juillet 2017, vous verrez que cette phrase ne figurait pas sur le texte écrit. Elle a été improvisée. Ce qui est aussi très intéressant. Et deuxièmement, j'observe, comme vous, que jamais plus elle n'a été prononcée, même à l'occasion du dîner du CRIF, le 7 mars de cette année, où la phrase n'apparaît pas. Alors on verra, on a le temps de voir la suite. Encore une question, on a le temps. Tout juste une question, oui. Oui, n'est-il pas vraiment important, comme vous le faites, d'ailleurs l'un et l'autre, de distinguer les problèmes de l'antisémitisme dans la société française de la position extérieure de la France sur cette question géopolitique particulière qu'est la question de la Palestine. Contrairement à l'assimilation qui est souvent pratiquée, quelqu'un qui n'est pas resté pour attendre des réponses, mais qui a parlé de l'affaire Dreyfus et qui a fait le lien avec la question de la politique française vis-à-vis d'Israël, a évoqué l'affaire Dreyfus. Bon, juste un rappel, par exemple, Victor Bache, qui était le chef de file de la résistance dreyfusarde au moment du procès de Rennes, où il était universitaire, en 1899. Eh bien, il prend des positions dans l'entre-deux-guerres où il se réclame d'ailleurs du terme de sionisme. Il se dit sioniste, mais il le définit ainsi, son sionisme, comme il est partisan d'une confédération judéo-arabe en Palestine. C'est comme ça qu'il le définit. Et par ailleurs, quand il fonde la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, dans les années 20-23,
Eh bien, peu après, il y a une association du Yishuv qui veut adhérer et qui s'intitule Ligue des droits de l'homme de Palestine. Il dit il n'y a que des juifs dans votre association. Ben, ça ne va pas, on refuse l'adhésion. Voilà, de cette ligue uniquement juive dans les années 20. Voyez donc que cette question de la résistance à l'antisémitisme, qui est vraiment un combat essentiel dans l'histoire contemporaine de la France, et désigner les responsabilités françaises, les complicités pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est essentiel, mais est-ce qu'il ne faut pas distinguer complètement la question de la politique extérieure sur ce problème géopolitique de la Palestine? Vous avez raison, et évidemment, dans mon livre, j'essaie de le faire. Il y a toutefois au moins une limite essentielle à ce que vous dites, c'est que on constate, et là je le raconte dans le détail, à plusieurs reprises, on va dire, je vais parler d'instrumentalisation de la question de l'antisémitisme par les dirigeants israéliens en France. Je ne dis pas que ces questions d'antisémitisme ne sont pas graves, et elles le sont toujours, mais ce que l'on constate, et ce qui agace, d'ailleurs je rapporte plusieurs éléments très précis là-dessus, d'agacement des dirigeants français quant à l'utilisation par les dirigeants israéliens, et en fait plus particulièrement par Netanyahou, et par Sharon en fait en 2002-2003, puis par Netanyahou à partir dans le fond de l'affaire Mera en 2012, puis en 2015, au moment des attentats, une tentative de récupérer en quelque sorte, et de culpabiliser un peu les dirigeants politiques français sur le thème « vous n'en faites pas assez ». Vous n'en ferez jamais assez. Et d'ailleurs, nous continuons de faire l'appel à l'émigration des Juifs de France vers... parce que ça, c'était le cas de Sharon. Contre Chirac, il y a une campagne qui a été absolument incroyable, montée, qui a été très très loin, pour déstabiliser Jacques Chirac à partir des années 2002-2003. Il s'était opposé à la guerre d'Irak, donc il était considéré comme un ami de Saddam Hussein. Et donc on l'a qualifié, beaucoup des gens dans la communauté juive française en Israël et aux États-Unis ont tout fait pour accréditer l'idée qu'il ne ferait rien contre l'antisémitisme en France. Et ça a été, c'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui, arrivant au ministère de l'Intérieur en 2002, connaissant cette campagne et voulant prendre, si je peux dire, Chirac, le doublé Chirac par la gauche, a fait en sorte de développer une politique de lutte contre l'antisémitisme qui a été très vite reconnue comme relativement efficace, notamment protection des synagogues, des écoles, etc. Et Chirac était toujours considéré comme celui qui n'avait pas fait assez, et Sarkozy a beaucoup joué de cette image, lui aussi, donc une autre forme d'instrumentalisation de l'antisémitisme à son profit politique. Et lorsque, pour terminer sur l'exemple de 2015, intéressant, Netanyahou, après les attentats de Charlie Hebdo et surtout de l'hypercacher, évidemment, comme il y a des victimes juives, il est tout de suite mobilisé, il fait tout de suite un appel à l'immigration depuis Israël, et il s'impose, comme je le raconte dans le livre, à la fameuse manifestation monstre du 11 janvier 2015. Il s'impose alors que Mahmoud Abbas devait rester chez lui. Donc on réveille en catastrophe dans la nuit Mahmoud Abbas pour qu'il vienne, parce qu'on ne peut pas faire venir que Benjamin Netanyahou. Il faut absolument que les deux soient là. Et donc c'est une espèce de tour de passe diplomatique, parce que Netanyahou veut être le champion de la défense, de la sécurité des Juifs, quel que soit dès qu'il y a une victime dans le monde, il se manifeste, et c'est à la limite, pourquoi pas, c'est légitime. Simplement, il surajoute un discours sur vous avez un pays, c'est Israël, et maintenant nous avons des armes pour nous défendre, et plus jamais vous ne serez détruits. Donc tout ce discours de l'appel à l'immigration et lorsqu'il est fait notamment en France, il est fait à Toulouse 6 mois après l'affaire Mera. Ça choque évidemment François Hollande et les ministres qui sont là. Il le fait en janvier 2015, juste le soir du 11 janvier, lorsqu'il va à la grande synagogue, et que prévenu de son esclandre, enfin de ses phrases à venir sur le sujet, eh bien, François Hollande et Manuel Valls, qui ne sont pourtant pas anti-israéliens, décident de quitter les lieux avant que Netanyahou ne fasse cette phrase. Donc, on a bien
parfois une instrumentalisation entre différents dirigeants politiques français sur cette question, une forme de surenchère, et on a bien, du côté israélien, une forme d'instrumentalisation de ce thème, de temps en temps, pour embêter les dirigeants français sur cette question. Tout ça, je répète, le problème de l'antisémitisme reste important, et lorsqu'il y a eu effectivement une montée des actes antisémites au début des années 2000, il fallait bien prendre des mesures pour les réprimer ou les prévenir en quelque sorte. Et de la même façon, à partir de 2012, de l'affaire de l'école juive de Toulouse, effectivement, il y a une montée des actes antisémites, effectivement, il y a une montée de l'émigration juive française vers Israël, et c'est évidemment ça fait mal au cœur, si je peux dire, des dirigeants français, et notamment Manuel Valls à l'époque, qui se voulait le champion de la lutte contre l'antisémitisme. Merci beaucoup, Vincent Nouzille, pour cette rencontre.